Voilà. Le hasard, comme on dit, fait bien les choses, mais est-ce le hasard? En une semaine, se succèdent à la comédie 2 pièces que 130 ans séparent. Iphigénie en Tauride, fin 1786, et La lettre au père de Kafka, en hiver 1919. Apparemment, aucun rapport entre les deux. Et pourtant, si on ouvre le journal de Kafka, qu'il entreprend dès l'année 1910, après un voyage en Italie avec Max Brod et son frère, en septembre 1909, attention aux dates, hein, ça va beaucoup compter, suivi d'un autre à Paris en octobre 1910 avec les mêmes, on peut lire, page 16, 16 novembre 1910, minuit. Je lis Iphigénie en Tauride. Ce qui requiert vraiment l'admiration, c'est cette langue desséchée dans la bouche d'un pur adolescent. Chaque mot est porté par le vers devant le lecteur à l'instant même de la lecture, à une hauteur où il reste dans une lumière grêle peut-être, mais pénétrante. Retenons cette attention à la langue, cette exigence de la langue, d'un vers qui porte le mot dans une lumière qui vous pénètre. Et puis, retenez cette dessiccation de la langue dans la bouche d'un pur adolescent. Il s'agit d'au reste. Nous sommes en 1910, Kafka a alors 27 ans. Nous savons que l'année précédente, le 4 septembre 1909, Otto, Max Brod et Franz étaient allés à Riva, sur le lac de Garde, qui était en territoire autrichien. Et était-ce parce que Goethe, qu'ils chérissent et qu'ils vénèrent tant, avait justement achevé son Iphigénie en Tauride, non loin de là, à Torbole. Mais poursuivons notre enquête, à travers le journal toujours. Le 19 décembre 1910, il écrit « Parcouru le journal de Goethe. L'éloignement fixe déjà cette vie dans la sérénité. Ce journal y met le feu. La clarté de tous les événements les rend mystérieux. » Le 29 août 1911, nouvelles vacances en Italie, et le 29 septembre, il note « Journal de Goethe, réflexion de Goethe sur ses voyages ». Une chose est sûre, il vit dans une proximité de lecture avec Goethe, journal contre journal. Mais faisons un pas de plus. 5 janvier 1914. Là, il y a une étrange considération de Kafka sur la famille et la descendance de Goethe. Après-midi, le père de Goethe était sénile quand il est mort. À l'époque de sa dernière maladie, Goethe travaillait à Iphigénie. Il est bien renseigné. Hein. Le père meurt en 1782, la première Iphigénie en prose est 1779, et le troisième état, 1781. On ne saurait être plus précis. Emmenez cette créature chez elle, elle est ivre, dit un quelconque fonctionnaire de la cour à Goethe en parlant de Christiane. Oui, Christiane Vulpius, cette petite ouvrière dès 1788 qui a été la première liaison au grand scandale de la cour de Weimar avant que Goethe ne l'épouse en 1806. Et il ajoute, toujours Kafka, Auguste c'est le fils de Goethe, qui boit comme sa mère et qui traîne d'une manière ignoble avec les filles de mauvaise vie. Ottilie c'est la belle-fille, détestée, lui est imposée à Auguste, comme femme par son père, pour des raisons de convenance sociale. Tiens donc. Wolf, c'est le fils, diplomate et écrivain. Walter, le compositeur, ne peut passer ses examens, se retire pour des mois dans le pavillon au fond du jardin. Les 2 fils, Wolf et Walter, sont homosexuels, Goethe n'a aucune descendance. Activité littéraire de Wolf, mesquine et sans résultat, note Kafka. Et encore, ce qui suit, c'est seulement à de tels extrêmes qu'on voit combien, par lui-même, tout être humain est perdu, sans espoir de salut. Seule peut être consolante la contemplation des autres et de la loi qui les gouverne comme elle gouverne tout. On voit combien Wolf, l'écrivain, est gouvernable de l'extérieur, on peut l'amener à un travail systématique, et combien il est intérieurement arrêté, immobile. Donc à côté du grand homme, qui survit à sa postérité, il y a donc les failles de cette descendance, quelque chose qui ne va pas, qui va à l'échec. Wolf comme Kafka.
Et pourquoi cette remarque sur la sénilité du père quand Goethe finissait Iphigénie? Et pourquoi cette créature vulgaire, révélatrice des satisfactions sexuelles du grand homme? S'attachant à Goethe et face à Goethe, Kafka pointe sa famille, abîme le modèle, avec une sorte de désespoir, de schadenfreude, un peu de jubilation mauvaise. Mais il y a encore plus troublant, mais cette fois je vais faire un grand saut. Au 6 avril 1922, insomnie, rêve, détresse intérieure, asphyxie, note Kafka. Il se diagnostique lui-même comme un fleuve qui coule à rebours, donc qui s'obstrue lui-même, qui s'étouffe. De janvier à septembre 1922, Kafka est en train de rédiger Le Château. Il a passé l'été chez sa sœur Otla. Donc le 6 avril, il note « Je m'en doute, c'est un passage capital, je m'en doutais depuis 2 jours. J'ai eu une crise hier. La persécution continue. Grande puissance de l'ennemi. L'une des causes, conversation avec ma mère, plaisanterie sur l'avenir. Projet de lettre à Milena. Les 3 Érinies, fuite dans le bois sacré, Milena. » Voilà. Alors, Milena, c'est le grand amour de sa traductrice tchèque dans les années 1920-1921. Et là, tout s'éclaire. La persécution d'Oreste, traqué par les Érinies du remords et de la vengeance, l'identification qui se joue ici et la culpabilité entre Oreste et Kafka, ça c'est un point important à souligner ici. Et curieusement, ça part d'une conversation avec sa mère, avec plaisanterie sur l'avenir. Le bois sacré, rappelez-vous Iphigénie, c'est la fuite, c'est le refuge. Toute sa vie, Kafka le dit, il a cherché à fuir, à sortir de sa famille, à sortir de l'emprise familiale, paternelle. C'est donc l'espace du temple d'Artémis que nous avions dans Iphigénie qu'il évoque ici. Mais alors Milena, cette figure érotique née de ses rêves incestueux, comme le disait Pietro Cittati, à la fois la mer et la lune aussi bien, comme Diane, inaccessible. Il l'avait connue à Prague en octobre 1919, Milena Jesenská. Il était alors fiancé. C'était sa 2e tentative de mariage avec une femme d'origine polonaise, Julie Worijek, la même année, pendant l'été, dont son père, le père de Kafka, ne voulait pas. C'est ce qu'on retrouvera dans la lettre au père. Et il rompt ses fiançailles sur les instances de Milena. Il rompt ses fiançailles avec Julie. Et c'est l'hiver 1919 qu'il écrit la lettre au père, que sa mère ne transmettra jamais au destinataire. Eh bien, Milena, c'est Iphigénie. Imaginez, sortir de la folie, sortir de la persécution, naître enfin, c'est le temps de l'innocence, et c'est ce qu'elle signifie à ce moment-là pour lui. Donc prenez cette résonance, sous le signe de l'Orestie, Kafka s'est placé. C'est pourquoi cette Iphigénie qu'il retient de l'œuvre de Goethe dans son journal, avec aussi Die Stung und Wahrheit. Iphigénie liée à Diane, à la lune, comme Milena, Iphigénie la sœur, comme Otla. Le 15 septembre 1912, à propos des fiançailles de sa sœur Vali, Kafka notait « Amour entre frères et sœurs, répétition de l'amour entre le père et la mère ». C'est là un paradoxe, eu égard aux origines familiales de Kafka. Je vous parle de Goethe en ce moment, mais rien ne prédisposait Kafka à cette familiarité avec la grande littérature allemande, avec la perfection goethéenne de la langue allemande, dont il goûte, Iphigénie, la pénétration sèche de cette langue. Depuis 1867, vous le savez, règne la monarchie austro-hongroise de François-Joseph Ier empereur. Le père de Kafka, Hermann, 1852-1931, il survivra à son fils, vient d'une famille juive très pauvre, du village tchèque de Vosek, milieu rural, milieu juif, pauvre. Il a réussi à s'établir en 1881 comme commerçant à Prague, où il épouse Julie Levy, issue d'un milieu bourgeois et germanophone. C'est le self-made man qui réussit à s'élever à la force du poignet, qui fait de son magasin une bonne affaire de grossiste. L'enseigne porte son nom, l'emblème Kafka, qui veut dire le chouka, c'est la corneille, c'est la corneille des clochers, en fait, le Kafka. Et son seul désir, à Hermann, c'est de s'intégrer à la communauté germanique pragoise. C'est un monde où se partagent et se hiérarchisent les Allemands, les Tchèques et les Juifs.
Franz est mis donc dans une école primaire allemande de garçons. Il est mis ensuite au lycée allemand d'État de la vieille ville. Il est ensuite à l'université allemande de Prague, où il passera son droit. Il sera docteur en droit en 1906. Solide éducation humaniste. Et en 1908, il aboutit à un travail de bureaucrate, dans un bureau, dans une compagnie d'assurance ouvrière, contre les accidents des travailleurs du royaume de Bohême. Et il va y rester jusqu'en 1922. Mais il a les oreilles rebattues par le récit familial, par le discours de son père. Et le 26 décembre 1911, c'est un récit qui lui devient absolument insupportable, parce que ce discours sonne comme un reproche, une condamnation de sa paresse, de son manque de ressort, d'énergie, lui qui est tout occupé à ses griffonnages. Alors je vous lis quand même ce passage qui est vraiment ici remarquable. Il est désagréable d'entendre mon père raconter les souffrances qu'il a dû supporter dans sa jeunesse tout en se livrant à de continuelles allusions à la vie heureuse des gens d'aujourd'hui et surtout à celle de ses enfants. Personne ne nie qu'il ait eu des plaies aux jambes pendant des années par manque de vêtements d'hiver, qu'il ait fréquemment eu faim, que dès l'âge de 10 ans, il ait dû pousser une carriole de village en village, même en hiver et très tôt le matin. Mais ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que ces faits exacts, comparés aux faits plus exacts encore que je n'ai pas souffert tout cela, ne lui permettent pas le moins du monde de conclure que j'ai été plus heureux que lui, qu'il peut s'enorgueillir de ses plaies aux jambes, qu'il peut admettre et affirmer de prime abord que je ne saurais respecter ses souffrances passées et que, enfin, je lui dois une reconnaissance illimitée pour ce que précisément je n'ai pas connu les mêmes souffrances que lui, comme j'aimerais l'écouter s'il parlait sans s'interrompre de sa jeunesse et de ses parents. Mais l'entendre dire tout cela sur un ton vantard et grondeur, c'est une torture. Il lève sans cesse les bras au ciel. Qui connaît cela aujourd'hui? Que savent donc les enfants? Personne n'a connu ces souffrances. Comment un enfant d'aujourd'hui pourrait-il comprendre? Même propos aujourd'hui avec la tante Julie qui est venue nous voir. Elle a le visage énorme de tous mes parents du côté paternel, une petite nuance gênante, fausse, la place et la coloration de ses yeux. Elle a été placée comme cuisinière à l'âge de 10 ans. Les jours de grand froid, on l'envoyait faire des courses, vêtue d'une petite jupe mouillée, la peau de ses jambes éclatée, la petite jupe gelée et ne séchait que le soir au lit. Oui. Et ça, le milieu, hein. Ce récit du père pèse comme un reproche sur lui. Traduit aussi un refoulement de la part du père, un rejet de ce judaïsme premier, une coupure avec cette tradition et de son passé. Et c'est quelque chose qui a à voir avec l'assimilation du père, assimilation parfaitement réussie de la famille à la culture allemande, et une assimilation qui touche à la langue elle-même. Et là, attention, ça touche à la mère. Je vous lis encore cet autre passage ô combien révélateur. Ma mère, nous sommes la date du 24 octobre 1911. Ma mère travaille toute la journée, elle est gaie ou triste, comme cela se trouve, sans revendiquer le moindre égard pour sa propre situation. Sa voix est claire, trop bruyante pour la conversation ordinaire, mais bienfaisante quand on est triste et qu'on l'entend tout à coup au bout d'un certain temps. Voilà déjà assez longtemps que je me plains d'être toujours malade, mais sans jamais avoir de maladie déterminée qui me contraigne à me mettre au lit. Ce désir tient sûrement en grande partie à ce que je sais combien la présence de ma mère peut être consolante qu'en sortant, par exemple, du salon bien éclairé, elle entre dans la pénombre au poiret du Proust, de votre chambre de malade, ou bien quand elle rentre du magasin le soir, à l'heure où commence le passage imperceptible du jour à la nuit, et que, pleine de tracas et d'ordres rapides à donner, elle fait recommencer la journée déjà bien avancée et encourage le malade à l'aider dans cette tâche. Je souhaiterais que cela pût m'arriver encore, parce que je serais faible. Tout ce que ferait ma mère me paraîtrait donc convaincant, et je pourrais goûter des joies enfantines tout en gardant la faculté de jouissance plus distincte de l'adulte. Hier, il m'est venu à l'esprit que si je n'ai pas toujours aimé ma mère comme elle le méritait et comme j'en étais capable, c'est uniquement parce que la langue allemande m'en a empêché. La mère juive n'est pas une Mutter. Cette façon de l'appeler la rend un peu ridicule. D'ailleurs, de parenthèse, catastrophe dans la traduction, chaque fois qu'il y a Mutter, ils disent maman. Ah, c'est le contraire de ce que vient de dire Kafka. Cette façon de l'appeler la rend, en tchèque, oui, ils disent mama, mais pas en allemand. Cette façon de l'appeler la rend un peu ridicule. Le mot Mutter
ne l'est pas en soi, puisque nous sommes en Allemagne. Nous donnons à une femme juive le nom de mère allemande, mais nous oublions qu'il y a là une contradiction, et la contradiction s'enfonce d'autant plus profondément dans le sentiment. Pour les Juifs, le mot Mutter est particulièrement allemand. Il contient à leur insu autant de froideur que de splendeur chrétienne. C'est pourquoi la femme juive appelée Mutter n'est pas seulement ridicule, elle nous est aussi étrangère. Maman serait préférable s'il était possible de ne pas imaginer Mutter derrière. Je crois que seuls les souvenirs du ghetto maintiennent encore la famille juive, car le mot Vater ne désigne pas le père juif non plus, à beaucoup près. Et sa mère, comment s'appelle-t-elle? Julie Levy. Tiens donc. Elle oppose, nous allons y revenir. Il y a une opposition dans la Métamorphose, enfin dans Claire, entre deux lignages dans la lettre au père, entre la force paternelle, mais aussi l'aiguillon Levy, plus discret, mais têtu. Or, c'est là un fait crucial qui fonde le contraste dont je pars dans cet exposé entre la culture allemande, Goethe d'un côté, et puis autre chose. Autre chose qui est ce qui se passe en octobre 1911. Là, Kafka fréquente un café qui n'a pas très bonne réputation, le café Savoie, où se produit une troupe ambulante d'acteurs juifs, yiddish, liés au Talmud, liés au hassidisme, qui mènent leur vie errante, inutile, et qui sont juifs sous une forme particulièrement pure, car ils ne vivent que dans la religion, mais sans effort, sans compréhension ni détresse, et qui chantent, qui dansent, qui rient devant un public où nous sommes juifs, sans désir ni curiosité à l'égard des chrétiens, avec cette mélodie talmudique des questions, des conjurations et des explications précises, et qui ont vécu dans l'atmosphère toujours présente des pogroms. Admirable trouvaille de l'un des acteurs, me rappelait Daniel Voff l'autre fois, l'idée géniale de Jean Aloïs à un moment donné de la pièce de fermer la fenêtre quand le mot de judaïsme est employé. C'était remarquablement bien perçu. Et aussi le fait que dans le texte de la pièce qui sera jouée, on garde un mot yiddish, le mot meshugé, qui veut dire insensé, que prononce le père, justement. Très bien vu là aussi. C'est mieux que dans l'article de la Tribune de Genève qui n'a rien compris. Nous sommes là le 5 octobre 2011. Et le 10, au Café Savoy, c'est la fête du Seder, la nuit de Pâques, la nuit de la Pâque juive. Et il y a cette actrice juive, Madame Tchichik. Et le 14 octobre, il y a la pièce qu'on joue, la Sulamite. Et là, Kafka et ses amis restent pour voir l'acteur. Kafka a alors 28 ans. L'acteur qu'il admire, qui joue le prêtre Nathan dans la pièce La Sulamite. Et cet acteur s'appelle Isaac Levy, exactement comme la mère. C'est le même nom. Et page suit un peu plus loin, Kafka note, jusqu'à ses 20 ans, Levy était un jeune célibataire étudiant le Talmud, Ein Bohrer. Et ce Levy lui parle de la mort de son grand-père. Et le 5 novembre, ce Levy lui lit une lettre de son père. Et le 22 novembre, il lui lit une lettre à son père. Et cette lettre dit ceci, c'est Levy qui a écrit. « Si je viens à Varsovie, dit-il à son père, je me promènerai parmi vous dans mes vêtements européens comme une araignée sous vos yeux, comme un homme en deuil parmi des fiancés. » Tiens donc, la métamorphose animale est déjà là, ça ne sera pas le cancrelat, mais c'est l'araignée. Et ce Levy, le 21 et 26 novembre, lui parle de quoi? Il lui parle du Talmud. Et Kafka consigne dans ses notes les longues conversations à propos du Talmud, cette réunion où les hassidim s'entretiennent joyeusement de questions talmudiques. Remarquons bien que c'est dans ce contexte de 1911, de cette fréquentation de Levy et des acteurs yiddish qui le rattachent à cette longue tradition de piété juive de l'Europe centrale, que se situent trois passages clés pour notre compréhension du conflit qui se joue dans la cellule familiale. Il y a donc eu la remarque sur Mutter, qui n'est pas la mère juive. Il y a le 5 novembre, après la lecture par Levy d'une lettre de son père, cette explosion de rage de Kafka. « Et je veux écrire !» avec un tremblement perpétuel sur le front. Je suis assis dans ma chambre, c'est-à-dire au quartier général du bruit de tout l'appartement. Mon père enfonce les portes de la chambre et passe.
le bruit insupportable, les portes qui claquent. Enfin, mon père est parti. Donc, cette opposition entre ce travail d'écriture dans la nuit intérieure et ce vacarme paternel, sans égard pour les autres. Et encore, le 14 décembre, ce contraste saisissant entre d'une part son père. Mon père m'a fait des reproches à midi parce que je ne me soucie pas de l'usine. Il devait aider son beau-frère qui en avait la responsabilité. Et ces reproches de mon père me font que ressentir, me provoquer une culpabilité à consacrer alors tout mon temps à ce qui est pour moi l'essentiel, à savoir écrire. Et juste après, en ayant sauté une ligne, il y a ce paragraphe suivant, promenade avec Levis au bord de la rivière. Voilà ce qui l'occupe. Son père est là à se mettre les sangs pour l'affaire de l'usine, et lui, ce qui l'occupe, c'est de se promener au bord de la rivière avec cet acteur yiddish. Il y a donc là une division extrême entre les reproches du père et la compagnie de Levis. Ce Levis, c'est non seulement la remontée de la tradition juive dont le père de Kafka a coupé son fils ou qu'il n'a pas su lui transmettre parce qu'il avait coupé lui-même avec, parce qu'il s'était assimilé. Mais c'est aussi, et c'est là, je vous renvoie à la note, toujours dans le journal, du 25 décembre 1911, Levis est celui qui révèle à Kafka la situation de la littérature juive actuelle. Et ça évoque à ce moment-là à Kafka des remarques personnelles qu'il se faisait lui-même sur la littérature tchèque actuelle. Et il en tire des conclusions sur les nombreux avantages du travail littéraire. Et ça a donné le livre magnifique de Gilles Deleuze et Félix Guattari en 1975, Kafka pour une littérature mineure, le fameux chapitre 3, la littérature mineure, celle de la littérature juive à Varsovie ou à Prague, n'est pas celle d'une langue mineure, je cite Deleuze, plutôt celle qu'une minorité fait dans une langue majeure. Cette impasse qui barre aux Juifs de Prague l'accès à l'écriture, qui fait dans la littérature quelque chose d'impossible, impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d'écrire en allemand, impossibilité d'écrire dans une autre langue que l'allemand. Donc l'allemand de Prague, cette langue que dit Deleuze, déterritorialisée, c'est la langue qu'ils vont employer. Et avec quel art, la langue de Kafka est magnifique. Et c'est cela, dit Deleuze, en s'enflammant, l'élément de toute révolution dans les grandes littératures. Bon, vous saisissez avec ça tous les enjeux qui se trament autour de cet Isaac Levi, le don de sa mère, la remontée du judaïsme avec lequel le père a fait coupure radicale, la volonté d'écrire, d'entrer en littérature, l'impossibilité d'écrire dans le vacarme familial, le sans-gêne paternel, l'épuisement des heures consciencieusement occupées à son travail de bureaucrate, et puis écrire dans cette langue de Goethe à Prague. Donc j'ai confronté Isaac Levi à Prague en 1911, Johann Wolfgang von Goethe à Weimar, que Kafka va visiter dans un voyage en juin-juillet 1912. Vraiment, pour ce travail, il faut regarder les dates de très près. Là, je suis désolé, mais on ne peut pas faire l'économie de cette petite enquête. Alors allons maintenant au cœur de la question. Un an plus tard, après le café Savoie et la fréquentation assidue des acteurs yiddish en 1911, et après le voyage à Weimar, au pays de Goethe, en juin-juillet 1912. Le 13 août 1912, il rencontre celle qu'il voudra épouser, la première qu'il voudra épouser, et avec qui il va rompre 2 fois ses fiançailles, mais avec qui il entretient une immense correspondance pendant des années. Félix Bauer, qu'il avait rencontré chez les Broad, à Prague. Les lettres avec Félix Bauer, ça fait 1 volume de la Pléiade, c'est-à-dire autant que les 3 romans inachevés de Kafka qui forment le tome 1 de la Pléiade par ailleurs. Bon. Et c'est à la suite de cette fameuse nuit qu'il va composer dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912, entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Il a besoin de calme. Il compose d'une traite le verdict, das Urteil. Il rédige en 2 mois, du 17 novembre au 7 décembre 1912, La Métamorphose, die Verwandlung. Sans oublier le fait que cette écriture de la Métamorphose l'amène à abandonner ce qu'il était en train d'écrire, la suite du disparu, l'oublié der Verschollene, ce que Max Brod appellera America,
ce roman dont il eut l'idée d'ailleurs le 19 janvier 1911, roman qui présentait la rivalité entre deux frères dont l'un partait en Amérique pendant que l'autre était retenu dans une prison européenne. Mais il avait déjà écrit un chapitre de ce roman dont il fait la copie intégrale le 25 septembre 1912 dans son journal. Ce chapitre, c'est Der Heizer, c'est-à-dire le machiniste, le soutier, celui qui est dans les machines. Et il en fera la lecture devant ses parents ahuris l'année d'après, le 24 mai 1913. Ces trois récits, le verdict, qui ouvre la voie à la métamorphose et à la lettre au père, la métamorphose et le chauffeur, Der Heizer, ces trois récits devaient composer un recueil intitulé « Fils », proposé à Kurt Wolff, son éditeur, mais seul sera publié en mai 1913, le premier, le chauffeur. N'oublions pas ici ce que nous révélait Max Brod, son ami. Kafka voulait intituler l'ensemble de son œuvre, Évasion hors de la sphère paternelle. Je relis la note du 9 mai 1912. Aujourd'hui, soirée familiale désespérante. Mon beau-frère a besoin d'argent pour l'usine. Mon père est inquiet au sujet de ma sœur, de son commerce, de sa maladie de cœur, et de ma sœur cadette qui est malheureuse, et de ma mère plus malheureuse encore que nous tous, et de moi qui suis là avec mes griffonnages. Cet étouffement, ce mépris, a pu aller pour lui jusqu'à la tentation du suicide. Toujours cette fenêtre, très bien la fenêtre dans la pièce, que vous verrez dans le décor. Cette fenêtre qui revient comme une obsession. 25 décembre 1911, après cette longue évocation de tout ce qu'il a appris sur la littérature juive tchèque auprès de l'acteur Levy. Et avant la note du 26 décembre, que je viens de lire, sur l'insupportable récit paternel des souffrances endurées et surmontées durant sa jeunesse, on lit ceci. Se lancer contre la fenêtre et, faible comme on l'est maintenant après avoir employé toute sa force, franchir la barre d'appui en traversant les morceaux de bois et de verre qui ont volé en éclats. Il y a une autre voie, parce qu'il y a toujours chez Kafka le mélange de l'atroce et du comique à outrance. D'ailleurs, brillant début de la pièce imaginée ici par Daniel Wolff avec la projection d'un Buster Keaton au début. Ça, c'est du Kafka craché, si je puis dire. Mais l'autre voie, donc plus humoristique, serait celle qui est indiquée à propos de Bernard Shaw, 26 octobre 1911. Je ne vous fais grâce d'aucune date, parce que c'est comme ça qu'on arrive à mettre les choses en place, c'est un puzzle. Il dit « Je note pour moi une remarque autobiographique de Shaw qui me console, bien qu'elle contienne en fait tout le contraire d'une consolation. Jeune garçon, Bernard Shaw, était apprenti dans un bureau d'agence immobilière à Dublin. Tiens donc, un peu comme Kafka. Il abandonna bientôt ce poste, partit pour Londres et devint écrivain. Pendant les 9 premières années, de 1876 à 1885, il gagna en tout 140 couronnes. Mais, citation, « mais bien que je fusse un jeune homme vigoureux et que la situation de ma famille fût mauvaise, je ne me jetai pas dans la lutte pour la vie. J'y lançai ma mère, me laissai entretenir par elle, je n'offris aucun soutien à mon vieux père, au contraire, je me pendis au basque de son habit. Pour finir, constate Kafka, ça me console un peu. Les années de liberté qu'il a vécues à Londres sont déjà passées pour moi. Le bonheur possible se mue de plus en plus en bonheur impossible. Je mène une vie affreuse, un succès d'années de vie, et je suis assez lâche, assez misérable pour n'imiter Shaw que sur un point, en lisant le passage à mes parents. Comme elle étincelle sous mes yeux cette vie possible, avec ses couleurs d'acier, ses barres d'acier tendues qui se détachent sur une obscurité aérienne. Oui. Voilà donc cette consolation qu'il avait. C'est donc, je dirais ici, la voie de la fuite qu'il va prendre, la voie de la fuite pour devenir écrivain, la voie d'un parasitisme assumé, sans état d'âme ni mauvaise conscience. C'est ça que lui proposait Bernard Shaw, et que lui, évidemment, à quoi il ne peut pas se résoudre. Cet état de parasite, ça a un nom.
un nom qui est vociféré comme une injure. C'est le fil rouge de la métamorphose et de la lettre au Père. Quand Grégor Samsa, dans la Métamorphose, s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en une monstrueuse vermine, Ungeziefer. C'est un mot en moyen haut allemand, Ziefer, c'est la victime. C'est un mot qui, à l'origine, ça désigne l'animal immolé. Mais c'est un mot qui servait aussi à désigner la vermine au sens que ça prendra dans l'antisémitisme et de la barbarie nazie. Je vous rappelle quand même, hein, les trois sœurs de Kafka, Eli, Vali, Otla, finiront toutes dans les camps de concentration assassinées. C'est cette vermine-là, ce Levi, Isaac, qui porte le même nom que Julie, la mère de Kafka, l'autre lignage, celle qu'il appelle Mutter. Mais ça n'est pas le mot qu'il faut, hein, c'est pas ce mot-là qu'il voudrait. Eh bien, ce Levi, dans la lettre au Père, Hermann, ce père gigantesque, formidable de Kafka, va en fracasser l'image en traitant cet acteur yiddish de Ungeziefer, de vermine, et d'en rajouter avec la sagesse proverbiale, populaire, très bien, on peut dire ici, vociférée par Dominique Caton, hein, ce père Hitler qui nous jette au visage ce proverbe qui couche avec les chiens attrape les puces. C'est ça la vermine, c'était ça les Juifs. C'est une condamnation, une réprobation sans appel qui s'applique à la fin dans la réponse prêtée par le fils à son père, dans cette terrible prosopopée, hein, qui tournera en palinodie d'ailleurs, qui marque la fin de la lettre au père, quand le père lui dit « Il y a deux sortes de combats, le combat chevaleresque d'homme à homme libre, où chacun reste seul, perd ou gagne par ses propres moyens, et puis il y a le combat du parasite, le tien, hein, den Kampf des Ungeziefers, le parasite qui pique, suce le sang des autres pour subsister, voilà ce que tu es, incapable de vivre. » Ungeziefer, ce qu'objective ta métamorphose en vermine dans le récit, ce que objective ton ami juif, ce théâtre Levi, ta vie à mes dépens, à ceux de ta famille comme Bernard Shaw, et toute la violence antisémite meurtrière qui lui est ici jetée à la face. Le passage du journal du 25 décembre 1911, auquel je faisais allusion tout à l'heure avec Gilles Deleuze, sur la littérature juive et tchèque et sur les avantages du travail littéraire. Notez les avantages du travail littéraire. Par exemple, le travail littéraire favorise le mouvement des esprits, la solidarité suivie d'une conscience nationale qui tient son journal, le développement du respect pour les personnes ayant une activité littéraire, l'éveil passager, mais dans l'après-coup, d'aspirations élevées parmi les jeunes gens, le fait d'accepter les événements littéraires dans les préoccupations politiques et l'épuration du conflit qui oppose pères et fils et la possibilité d'en discuter. C'est ça ce qu'aurait permis cette littérature. Voilà ce que les discussions talmudiques avec Levi, dans l'application au débat, dans l'humour et la joie, pouvaient apporter une autre possibilité de rapport avec son père. Et c'est cela que fracasse l'injure, le mépris, le sarcasme de Ungeziefer. Ce que Kafka avait toujours à l'horizon, c'était, fût-ce par sa mort, cette réconciliation. En témoigne sa lettre du 6-7 décembre 1912 à Félix Bauer, après lui avoir annoncé le 17 novembre son intention de transcrire une petite histoire extrêmement répugnante, oui, Der Verwandlung, la métamorphose, une histoire répugnante. Il lui écrit ceci: « Pleure, pleure, chérie, le héros de ma petite histoire est mort il y a un instant. Sache, si cela doit te consoler, qu'il est mort assez paisiblement et réconcilié avec tous. » Ça, c'est de l'humour noir quand on sait que de la situation dans laquelle il meurt à la fin de la métamorphose. C'est une fin, mais je tais-toi, mon amour, comme une seconde justification à la vie. Seulement, c'est une honte d'avoir à prélever la justification à la vie dans la seule existence de son amour. La première justification à la vie, c'était l'écriture, mais qui vient de s'achever. Logique sacrificielle, il s'est fait lui-même ce déchet, cette vermine,
qui tombe de la situation conjugale et familiale sur le parquet et qui sera après balayé et puis jeté aux ordures. Samsa s'est fait réellement parasite, insecte, pour en mourir et laisser à sa famille l'espace pour le bonheur et l'épanouissement, regagnant ainsi par sa propre disparition leur amour. Et encore, après la violence, la palinodie finale de la lettre au père, cette conclusion, il me semble qu'on arrive malgré tout à un résultat approchant d'assez près la vérité pour nous apaiser un peu. Ein wenig beruhigen. Et nous rendre à tous deux la vie et la mort plus faciles. Und Leben und Sterben leichter machen. Au fond, cette lettre au père, c'est comme une confrontation talmudique, une dispute. Pas du tout le machin édipien que l'on vous raconte dans les journaux, ça n'a rien à voir. C'est la possibilité d'une discussion qui n'a jamais eu lieu et par là même d'une épuration de ce conflit, un appui sur une vénérable tradition juive pour maintenir, grâce à la confrontation la plus vive, un véritable apaisement entre des êtres qui parlent et qui se parlent. N'oubliez pas que les textes qui ont été écrits ensuite, entre 1914 et 1917, après la colonie pénitentiaire qui date d'octobre 1914. Ces textes vont former un recueil de 14 textes. Ça s'intitulera « Un médecin de campagne, petit récit », parmi lesquels il y a le fameux Odradek, le souci du père de famille que je n'ai pas le temps de vous commenter. Ce recueil, « Un médecin de campagne », paraîtra en 1919, soit l'année même où pendant l'hiver, il écrit la lettre au père. Et vous savez ce qu'il y a écrit en dédicace à ce recueil de 14 textes intitulé « Le médecin de campagne », la dédicace à laquelle, selon Max Brod, Kafka, de son propre aveu, tenait plus que tout « Meinem Vater », à mon père. Reste pour nous une dernière question à prendre à bras-le-corps, le texte de la lettre au père. Pourquoi rien ne s'achève? Pourquoi rien ne se surmonte? Pourquoi cet enfermement dans l'angoisse, Angst? Ne pas confondre avec la peur. Alors là aussi, la traduction est catastrophique, si vous voulez. Il parle de la peur du père, Furcht. Mais il parle de son angoisse. Angst n'a rien à voir. Évidemment, on traduit à chaque fois Angst, l'angoisse, par la peur. C'est le même contresens que sur les textes de Freud. Cette angoisse qui se traduit par le désespoir et la maladie. Entre le 9 août et le 15 septembre 1917, qu'est-ce qu'il y a eu? Le constat de sa tuberculose. Il est diagnostiqué, il va en mourir 4 ans plus tard. La rupture définitive avec Felice Bauer. Son départ à Zurau, chez sa sœur Otla, qui est à 15 km de Karlsbad. Karlsbad où Goethe d'ailleurs allait, comme vous savez, en villégiature. Comme s'il n'y avait eu d'autre voie que de prendre tout simplement la fuite pour n'être pas anéanti par sa famille. C'est écrit à la date du 1er août 1917. Et que cette voie même lui était fermée. Et il dit qu'il n'avait aucune possibilité, ça c'est le 28 janvier 1922, il n'avait aucune possibilité ni d'entrer à Canaan, ce que le mariage lui eût fait accomplir, dont il aurait été fier, où il a été enfin comme son père. Ni non plus, donc il ne peut ni entrer à Canaan, ni non plus faire la marche à rebours des Hébreux dans le désert et sortir de Canaan. Il ne peut ni entrer à Canaan, ni sortir de Canaan pour retourner dans le désert. Au point que son constat résonne à l'inverse de celui même d'Édipe. Vous connaissez le cri d'Édipe. « Mais funaille, puissais-je n'être jamais né ?» Et qu'est-ce que dit Kafka? 15 mars 1922, on est à 2 ans de sa mort. « N'être pas encore né » et être déjà forcé de se promener dans les rues, de parler aux hommes, forcé de vivre alors qu'il ne peut même pas dire qu'il est déjà né. L'impasse est absolue. C'est pas n'être jamais né, c'est n'être pas encore né. C'est la différence majeure entre Kafka et Édipe. Il ne faudrait pas tout mélanger, vous comprenez? C'est ça qui me met en rogne dans les... Je me réfère ici à Édipe. Pourquoi? Parce que Kafka connaissait très bien Freud en plus.
Il ne va pas sortir du Édipe comme ça, à la tête de Kafka. Il sait très bien ce que c'est. Il le lisait, par exemple, à Weimar, quand il était chez Goethe. Eh bien, il nous dit, juillet 1912, qu'il lisait Goethe, après avoir écrit le Verdict, également, le 23 septembre 1912. En manifestant la joie qu'il a eue d'écrire d'une traite le Verdict, et aussi la certitude, en travaillant à son roman, de se trouver dans les honteuses enfonçures de l'écriture, les bas-fonds honteux de la littérature, selon une autre traduction. Il éprouve de nombreux sentiments, joie. Souvenir de Freud naturellement, dit-il. Souvenir de Freud naturellement. Souvenir d'un passage de Adalbert, de Wassermann, le fameux Jacob Wassermann, ainsi que le nom propre, de mon propre Monde citadin, qui était la première forme du Verdict. Et surtout, juste après la mention des 3 Érinies et d'Iphigénie, le 10 avril 1922, je lis ceci. Les 5 principes qui mènent à l'enfer. 1. Le pire se trouve derrière la fenêtre. Bon, ça c'est le suicide, on a vu. 2. Tu es tenu de posséder toutes les femmes, non pas à la manière de Don Juan, mais pour te conformer à ce que le diable appelle l'étiquette sexuelle. 3. Cette femme, il ne t'est pas permis de la posséder, donc tu ne le peux pas. Fata Morgana Céleste en enfer. Eh bien, rappelez-vous, Totem et Tabou. C'est la date de 1913, Totem et Tabou. Le mythe freudien du père violent de la horde primitive qui les garde toutes pour lui, suscitant la haine contre lui, la mise à mort, sa propre mise à mort par les fils, et le sentiment de culpabilité qui en rejaillit sur eux, et les 2 conséquences, les 2 tabous du meurtre et de l'inceste. On a matière à lire la lettre au père ou la métamorphose, à évoquer cette scène primitive. Oui, d'ailleurs, la lettre à Félix du 19-10-1916, la vue du lit conjugal à la maison, d'où le parti magnifique de la mise en scène de Diane Lvov, d'inscrire ce lit dans le décor au centre. Et dans le Tribune de Genève, on en fait le divan du psychanalyste. Seulement Kafka, je vous le dis, c'est pas une affaire d'Édipe, c'est un pas de plus qu'il fait. C'est la question cruciale, cette question qui fait le désespoir de tous les pères, de tous les éducateurs. Qu'est-ce qu'un père? Et ça, c'est une question qui va au-delà de l'Édipe. En dépit de la traduction fautive, le vrai parcours de Kafka est celui qui le conduit de la première ligne de la lettre au père, de la peur du père qui lui dit « Pourquoi as-tu peur de moi ?» Ça, c'est édipien, oui, d'accord. À ce qui sera, c'est le mot Furcht qu'il emploie, à ce qui sera à la fin répété comme angst, celle de son désir à lui, sa tentative qui avorte à propos de son mariage, beaucoup plus importante pour moi, dit-il, et l'angoisse, évidemment, le traducteur met la peur, l'angoisse que j'éprouve pour moi, cette angoisse devant ce qui menace mon Schreiben, mon écriture. C'est le rien qu'il s'est choisi pour s'éloigner du père. Il fait la métaphore ici du moineau et du pigeon. On tient un moineau dans la main, on voit un pigeon sur le toit. Mais moi, j'ai même pas de moineau dans la main. Eh bien, je préfère choisir dans ce cas-là ce rien que j'ai dans la main plutôt que le pigeon qui est là-haut. Et ça, cette angoisse, ça va aboutir au texte le plus fabuleux, parce que les 3 romans de Kafka, qu'est-ce que c'est à côté de ça? Les aphorismes de Zurao. Et là, avec un commentateur vraiment à la hauteur, qui est Roberto Calasso, que je vous invite à lire, ces quelques fragments, ces aphorismes à faire pâlir ce qui aurait été Héraclite autrefois, quand il vit chez sa sœur Otla en 1917. Alors la lettre au père. La lettre au père, c'est une lettre d'avocat, comme il le dit. D'abord, il résume la liste des griefs que le père fait à son fils. Son ingratitude, sa fuite dans sa chambre, qui est un refuge, et puis une fuite auprès d'amis bizarres, pensait donc la vermine Levy, son isolement. Il est coupable de manquer d'esprit de famille, c'est sûr. Schuld, c'est sa culpabilité. Il est coupable de cette Entfremdung, de cet éloignement, de cette étrangeté
qui est désormais mise entre le père et le fils. Ils sont devenus étrangers l'un à l'autre. Et toi, Kafka, tu es mon fils, tu es responsable de cela. Voilà ce que lui dit le père, ou ce qu'il fait dire au père. Et la thèse, la défense, c'est ceci. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose entre nous qui n'est pas dans l'ordre des choses, qui n'est pas normal, qui n'est pas dans Ordnung, dans l'ordre des choses. Mais non, ni toi ni moi ne sommes coupables. Nous en sommes schuldlos. Nous en sommes tous les deux entièrement innocents. Mais alors pourquoi? Et là, l'argumentation fait surgir, sans qu'aucun soit coupable, l'image terrible du Père qui incarne la loi, en écrasant le Fils. J'étais écrasé par la simple existence de ton corps. Comme père, tu étais trop fort pour moi. Ce fils faible, hésitant, devant cette manifestation de force, de santé, de puissance vocale, de bruit, les colères du père, et tout ça, bien sûr, pour le bien de l'enfant, puisqu'il fallait le rendre fort, lui aussi. Il croyait bien faire, le père, pour ça qu'il est innocent. Toujours pareil. Mais en même temps, c'était un père que son comportement, que sa conduite se traduisait tout à l'opposé de ses préceptes, ce qui jetait un discrédit sur lui. Tu faisais tout le contraire de ce que tu m'enjoignais. Donc un père tyrannique, comme on dirait maintenant castrateur, mais un père injuste, maniant les injures, l'ironie, les menaces, le rire méchant pour casser tout ce qui pouvait être ici une tentative de s'affirmer de son fils. Et en même temps un père jouisseur, omnipotent, avec ses travers et ses ridicules, et un père culpabilisant qui lui disait « Regarde les sacrifices que j'ai endurés pour te créer une existence facile. » Alors, dit Kafka, je me suis mis à fuir, à m'enfermer dans le silence, à bégayer d'abord, ayant perdu toute confiance en moi, et du fait de mon amour pour toi miné par cette Schuldbewusstsein, cette conscience de ma culpabilité. Bref, cette figure du père, monstrueusement pour l'enfant, est la figure du juge injuste, la figure obscène, féroce du surmoi, qui intime une jouissance interdite et qui se retourne en pulsion de mort contre soi-même. Alors, dit Kafka, j'ai tenté de timides essais de délivrance pour que nous puissions tous, avec ses sœurs, faire face à ce terrible procès, Diesen-Prozess. C'est le mot qu'il emploie. Le travail sur le roman Le Procès remonte à octobre 1914. À ce terrible procès qui est en suspens entre toi et nous, où tu te veux le juge, Richter, tout en étant partaille. Ces essais de délivrance, ça a été le judaïsme, ça a été l'écriture, ça a été l'indifférence dans mes études, dans le choix d'une profession, à tout ce qui n'était pas l'essentiel pour moi. Ce furent mes 2 projets de mariage. C'était mon combat intérieur, et tu n'as pas compris. Tu t'es mépris chaque fois sur la portée de ces tentatives. Ce judaïsme, comment ne vois-tu pas que c'était un judaïsme issu de toi, qui s'agitait pour naître, qui aurait pu fonder de nouveaux rapports entre nous? Et dans mes livres, où je me réfugiais, mais il ne s'agissait que de toi, je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. Et le mariage, mais le mariage, tu en étais le modèle. Vous étiez le modèle de l'union. Et j'aurais pu, me mariant alors, c'est ça, entrer dans le pays de Canaan, j'aurais pu m'affranchir de ma honte, j'aurais pu devenir ton égal, alors j'aurais pu transformer ma prison en château, Lustschloss, château de plaisance, c'est un comble ici comme expression. Bref, ce n'est pas un surmoi qu'il te fallait susciter en moi ou incarner, mais une fonction apaisante, pacifiante, médiatrice, cette fonction que l'on appelle la fonction du nom du Père, qu'aucun Père n'incarne, mais le Père réel est celui qui est capable d'interpréter la loi. C'est la position d'un vrai juge, comme l'impliquent les discussions talmudiques. Parce qu'un monde, je cite, un monde sans juge, où la loi n'aurait pas d'interprète, où l'inhumanité universalisante de la loi s'appliquerait sans médiation aux particuliers,
ne serait pas un monde de Kant, mais un monde de Kafka, citation que j'emprunte à Jacques-Alain Miller. Le père entière dans la partie qui se joue familialement, c'est la possibilité que s'ouvre une médiation réelle qui permette au sujet de réaliser symboliquement son désir et son accomplissement, et de ne pas le laisser seul aux prises avec cette jouissance mortifère qui fait son angoisse. C'est le sens de cette lettre, de cet appel bouleversant, qui n'arrivera jamais à destination puisque la mère gardera par-devers elle la lettre « Meinem Vater », à mon père. Et ça explique la palinodie finale qui subvertit la prosopopée. Ah, alors ça, malheureusement, ça ne peut pas apparaître dans la mise en scène parce que le choix, pour que ça puisse tenir sur scène, était de mettre un deuxième acteur, donc d'incarner le père comme acteur ici dans la pièce elle-même. Seulement, il faut bien voir que les propos sont prêtés par le fils au père. C'est donc une prosopopée du père. Et cette prosopopée est une palinodie de tout ce que l'on vient de lire. Oui, dit Kafka, je ne suis pas du tout dupe de ce que je t'écris. Ce n'est pas une séance d'analyse toute bébête. Cette litanie de plaintes, ce n'est pas du tout ça. Je me méfie assez de moi-même, hein, ce qui du reste le fruit de ton éducation. Tu m'as assez rendu méfiant à l'égard de moi-même. Tu m'as fait perdre confiance en moi. Je me méfie assez de moi pour m'affronter à ma part, qui est celle de la fuite, de l'enfermement, du parasitisme. Seulement, je l'ai fait dans quel but? Pourquoi je t'écris? Alors là, la phrase est bien gardée dans le texte de la pièce, mais habilement a été racolée de la dernière ligne au tout début. Je l'ai fait pour nous apaiser un peu et nous rendre à tous deux la vie et la mort plus faciles. Comment? Eh bien voilà, en faisant advenir une autre image du Père, celle de la discussion talmudique, celle de l'échange des paroles vraies. Voilà, c'est dit, ça a été dit. Eh bien maintenant, vivons toi et moi avec.